Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir interviewer une directrice d'un centre éducatif fermé pour mineurs. Avant de vous laisser la parole pour vous présenter brièvement, notamment sur votre parcours, ce qui vous a mené à aujourd'hui occuper ce poste, je me permets de faire un petit point pour apporter quelques précisions sur le régime applicable aux mineurs et le placement en centre éducatif fermé qu'on appellera CEF. Donc, le régime juridique applicable aux mineurs déroge au droit commun. Au regard de la procédure, il se distingue notamment par la séparation de l'audience de culpabilité et de l'audience de sanction. Entre ces deux audiences, il est établi une période d'une durée générale de 6 mois que l'on nomme mise à l'épreuve éducative. Il est possible de distinguer les mesures présententielles qui sont prises au moment du déferment ou de l'audience de culpabilité et les mesures post-sententielles prises à la suite de la période de mise à l'épreuve. Les mesures éducatives judiciaires (MEJ) peuvent être prononcées suite à un déferment en mesure présententielle, c'est-à-dire lors de la première audience dite de culpabilité, et en mesure post-sententielle lors de la seconde audience dite de sanction. Donc, les mesures éducatives judiciaires sont composées de 4 modules, le module insertion, le module réparation, le module placement et le module santé. Le placement en CEF s'inscrit dans le module placement. Donc pour commencer, selon le rapport de la Cour des comptes de 2022, les statistiques disent qu'un CEF sur 3 est public, tandis que 2 sur 3 sont associatifs. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas de votre CEF en particulier, s'il vous plaît ? Alors, moi je suis éducatrice au sein du CEF. D'accord. Et sur le CEF où je travaille depuis de nombreuses années, il n'est pas associatif, il fait partie du ministère de la Justice. D'accord, merci. Donc pour continuer, selon le rapport toujours de la Cour des comptes, le placement en CEF et la détention ne concernent qu'une fraction de mineurs délinquants, l'incarcération ne devant intervenir qu'en dernier recours et le CEF étant conçu comme la dernière alternative à celle-ci, disposant de seulement 12 places. À l'origine, les CEF ont été conçus pour accueillir essentiellement des mineurs récidivistes ou réitérants âgés de 13 à 18 ans, mais les lois du 5 mars 2007 et du 10 août 2011 ont élargi les catégories d'infractions permettant de placer en CEF dans le cadre du contrôle judiciaire, des mineurs n'ayant pas d'antécédents judiciaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des critères justifiant le placement d'un primo-délinquant en centre éducatif fermé ? La protection judiciaire de la jeunesse a aussi une mesure de protection, et au vu du contexte social et le faute des places, on a de plus en plus des jeunes que on accueille aussi par mesure de protection, même si c'est un lieu privatif de liberté. Donc il faut qu'ils aient tous commis un délit où ils ont été mis en examen, en poste ou en présententiel avec un CJ. Mais parfois, selon les juridictions, selon la situation du jeune, les faits sont moins graves que ceux qui sont récidivistes, et on arrive à les accueillir. D'accord. Donc, voilà, il y a aussi une mesure de protection et aussi dans un lieu pour éviter la détention ou pour sortir le jeune de la détention. Il y a aussi la protection et l'éloignement, par exemple, qui est en jeu selon d'où on vient et qui est dans l'établissement pénitentiaire. Il est préférable de l'éloigner, et peut-être que ça passe par un CEF. D'accord, je vois. Donc c'est plus sur la protection plutôt que la répression dans leur intérêt. Et après, pour finir, je me permets, maintenant, c'est aussi selon les faits divers et l'air du temps, c'est-à-dire que on va accueillir beaucoup plus en ce moment de jeunes qui participent au trafic de stupéfiants, qui est implanté dans le narcotrafic. Donc on essaye aussi de les stopper, et par mesure de protection, et il y a moins de tolérance. Et on peut, pour les premiers faits, les retrouver aussi en CEF. Okay. Alors qu'avant, il y avait moins. Oui, donc c'est plutôt... il fallait que ça soit multirécidiviste, quoi. D'accord. Donc pour continuer, est-ce que vous avez une idée de la part de primo-délinquants et celle des multirécidivistes ou réitérants dans
dans les centres éducatifs fermés. Et on aurait aimé savoir si votre approche, elle différait considérablement, si le profil pénal, donc c'était un multiréitérant ou si c'était un primo-délinquant. Nous, on n'a pas à l'échelle nationale ou régionale ou départementale des chiffres. On accueille 12 jeunes. Effectivement, sur un groupe de 12 jeunes, on a parfois beaucoup de primos et parfois des jeunes qui ont un long parcours de délinquance. Ça dépend vraiment du moment et de qui on accueille. Nous, l'important, c'est que le jeune, quand on l'accueille, il y a quand même une adhésion, même s'ils sont contraints, mais il y a quand même une adhésion. Ils ont envie, ils ont envie de construire quelque chose, de tenter de dire au revoir au monde de la délinquance. Donc j'ai pas de stats. Après, on traite. Nous, on est sur les valeurs de la PJ, c'est un accueil inconditionnel. Donc, on accueille tout le monde, on travaille avec tout le monde, avec tous les jeunes. Donc, qu'ils soient multirécidivistes ou primo, ils vont avoir la même attention et la même manière de travailler. Après, on va être un peu plus vigilant si le jeune, c'est son premier placement, c'est la première fois qu'il est séparé de sa famille ou quelqu'un qui a l'habitude de la collectivité. C'est vraiment sur l'accompagnement au quotidien dans une dynamique de groupe avec des jeunes qui se sont pas choisis. Il faut composer ensemble tout ça et on travaille l'individu. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on a lu les faits, des fois même dans les grandes lignes, on les accompagne tous de la même manière. C'est après le travail des référents qui vont travailler sur l'acte parce que il faut qu'ils cheminent. Et le magistrat nous demande après de comment le jeune se situe par rapport pour les faits pour lesquels il est là, quoi. Est-ce que il a compris? Est-ce que il a de l'empathie pour les victimes? Est-ce que il a envie de s'en sortir, etc. Voilà, c'est plus dans les faits là, mais on traite tout le monde de la même manière. Ok, merci. Donc pour continuer, donc on va parler du cahier des charges. Donc les centres éducatifs fermés sont régis par un cahier des charges élaboré de sorte à définir les modalités liées à la spécificité du placement judiciaire en centre et fournit un cadre général aux centres éducatifs fermés et constitue la référence à l'élaboration du projet d'établissement. Est-ce que par rapport à ce cahier des charges, vous disposez quand même d'une certaine marge de manœuvre pour adapter votre prise en charge? Alors, oui et non, parce que le cahier des charges, c'est le cahier des charges. Alors, de manière très pratico-pratique, on ne doit pas être seul avec les jeunes. Il doit y avoir toujours 2 personnels éducatifs. Les jeunes doivent avoir un référent, un planning, un accompagnement de qualité, un projet individuel. Il a des droits, il a des devoirs, etc. Enfin, c'est très 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 contraint et on se doit de suivre ce cahier des charges. Après, au quotidien, en respectant notre cadre d'intervention, bien entendu qu'on a quand même une marge de manœuvre à partir du moment où on rend compte. Par exemple, on peut très bien amener un jeune ou des jeunes en sortie à l'extérieur ou en week-end ou en transfert ou en camp à l'autre bout de la France. Mais tout ça, ça se prépare. C'est possible. Maintenant, il faut bien être dans le cadre du cahier des charges et de la loi, et ensuite on rend compte, on prépare tout ça. Donc oui, on a une certaine autonomie à partir du moment où on respecte la loi et le cadre et qu'on rend compte et qu'on est transparent et qu'on rend compte. D'accord. Donc vous pouvez quand même adapter. Et de toute façon, on a le devoir d'adapter à l'individuel aux jeunes, en fait. Nous, on doit proposer, c'est ce que le CJPM aussi et le cahier des charges nous demandent, et tend de plus en plus, c'est un accompagnement individuel. Donc, on adapte, quoi qu'il arrive, à un jeune, et c'est pas le jeune qui s'adapte au fonctionnement. D'accord. Mais il y a quand même des règles qui sont, ils n'ont pas le droit, par exemple, dans le CEF où je travaille, ils n'ont pas le droit au téléphone.
ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité et aussi pour qu'ils ne rentrent pas en contact avec les victimes ou les co-auteurs s'il y en a. Mais par contre, ça nous est arrivé sur des retours week-end avec l'accord du magistrat quand il devait prendre le train pour aller très loin et retrouver sa famille, de lui donner un téléphone pour qu'il soit joignable et qu'il puisse se joindre en cas de problème. Parce qu'il s'est engagé, etc. Voilà, on arrive à adapter aux jeunes selon les situations. D'accord, merci. Donc ensuite sur le placement en centre qui se déroule à peu près sur 6 mois et qui est composé de 3 phases. Donc on débute par une phase d'accueil qui est poursuivie par une phase de prise en charge éducative du mineur et qui va s'achever par une phase de préparation à la sortie. Comment vous arrivez à définir que le mineur est prêt à passer à la phase suivante? Est-ce qu'il y a des évaluations Alors, ça c'est dans les faits quand ils arrivent pendant 6 mois, au bout de 6 mois, enfin pendant 6 mois, c'est renouvelable une fois avant CJPM. Depuis le CJPM, on peut avoir des placements plus courts où juste ils sont placés le temps de l'audience de culpabilité ou alors le temps de l'instruction et ça peut être plus long. Donc il y a vraiment ces 6 mois, c'est le cadre légal, mais maintenant ça varie. On peut avoir des jeunes pendant 2 mois, 3 mois. Mais ils ont tous la première phase, c'est la phase d'évaluation et d'observation où on essaye d'apprendre à comprendre et à connaître le jeune et on voit ce qui est mieux pour lui pour proposer un projet. Au bout de cette première phase, il y a une synthèse, il y a une réunion qui se passe entre les éducateurs référents, la direction, les éducateurs de milieu ouvert, la famille, le jeune et l'ensemble des partenaires où on dit on rend compte, et la psychologue, on rend compte de nos observations, de ce qu'on a co-construit avec le jeune et sa famille et on voit la suite. On voit la suite, on voit le projet, si on le démarre vers de l'insertion, vers du soin, ou si on peut aussi même proposer au magistrat que le CEF c'est pas sa place et qu'on pense qu'il devrait être en foyer ou autre, ou une orientation qui serait mieux pour lui. Donc voilà, on co-construit ensemble cette première phase. La deuxième phase, c'est la mise en place du projet personnalisé qui a été aussi travaillé en accord avec tout le monde, où on essaye de favoriser aussi l'insertion et l'autonomie. Et la troisième phase, et pendant cette deuxième phase, il y a aussi, on travaille avec la parentalité, il y a un retour en famille quand c'est possible, parce que à un moment donné, le jeune va rentrer chez lui ou va aller ailleurs, le CEF c'est pas une fin en soi. Donc on pense le projet pour la sortie. Et la troisième phase, on travaille de plus en plus la liberté, l'autonomie, les règles, pour soit un retour en famille, soit une orientation ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Donc, concernant toujours le placement en CF et la durée de ce placement, comme on a dit, il peut intervenir dans le cadre d'un contrôle judiciaire avant l'audience de culpabilité, soit pour une durée initiale de 3 mois depuis l'entrée en vigueur du nouveau CJPM, et il peut être prolongé durant la phase de mise à l'épreuve éducative, soit pour une durée d'1 mois dans le cadre d'une audience unique. Là aussi, cette durée plus courte constitue une évolution car les CEF ont été conçus à l'origine pour accueillir les jeunes pendant 6 mois. Pour vous, la possibilité d'un placement pour une durée plus réduite que 6 mois, est-ce qu'elle vous paraît trop réduite et comment vous adaptez les phases prévues lorsque le placement qui était originellement de 6 mois passe à 3 mois? Mais même des fois, c'est 15 jours ou 1 mois. Hein. Ça peut être même déjà des fois plus court. Ça peut être 3 jours. Ça peut être parce que on accueille un jeune en CEF et il doit aller ailleurs. C'est prévu, il pouvait pas l'accueillir. Puis des fois c'est 1 mois parce que entre la mise en examen et l'audience de culpabilité, il y a 1 mois. Des fois entre l'audience de culpabilité et la sanction, il y a 2 mois. C'est vraiment, ça dépend vraiment de la situation, du calendrier du magistrat, du jeune. Il n'y a pas réellement de règles et de stats. Il y a ce que prévoit la loi, mais il y a aussi comment on s'adapte avec les jeunes.
Oui. Et il y a aussi des fois plus de 6 mois. Et selon l'audience de culpabilité, les magistrats peuvent aussi repartir sur une nouvelle ordonnance de placement et remettre 6 mois, alors qu'ils ont déjà fait 2 mois. D'accord. Parce qu'il n'a pas évolué, parce que c'est mieux pour lui, parce qu'on a argumenté qu'on a encore des choses à travailler, parce que le jeune a envie de rester et de continuer à travailler son projet d'insertion. Il y a plein de raisons. Quoi qu'il arrive, en fait, tout le monde essaye de tendre. Il y a des règles, mais les règles, on va les adapter à la situation individuelle du jeune. C'est ça qui est très très important. C'est que ce ne sont pas des cases, des numéros, des chiffres et des cas. On s'adapte aux jeunes. Donc s'il a besoin de temps et ce qui est très intéressant par rapport à avant, c'est qu'avant il fallait 6 mois et il fallait demander s'il y avait besoin d'être renouvelé ou de finir avant. Là, on nous laisse faire la proposition. Après, le magistrat il ordonne, nous on exécute. On n'est que force de proposition. D'accord. Et on adapte les phases. Ils ont tendance à exécuter à peu près vos propositions ou... Ça dépend des magistrats. D'accord. Mais après, oui, c'est toujours dans l'intérêt. Donc, pour individualiser le parcours. Tout à fait. Parfait. Donc, pour continuer, donc, les premiers partenaires institutionnels des équipes qui animent les CEF en dehors des familles sont les éducateurs du milieu ouvert qui accompagnent le parcours du jeune avant, pendant et après son séjour dans le centre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature des interactions avec les structures de placement ouvertes, entre les structures de placement ouvertes et celles qui sont fermées? Alors, l'éducateur du milieu ouvert, c'est le fil rouge. Le temps de son accompagnement, c'est la personne ou le service qui s'occupe du parcours du jeune et de sa famille, puisqu'il y a aussi une prise en charge d'un accompagnement social. Il y a une assistance sociale dans les milieux ouverts. Il y a un psychologue ou une psychologue plus l'éducateur. Donc, il y a aussi une globalité de l'accompagnement. Des fois, les mesures éducatives sont accompagnées de mesures d'investigation pour voir ce qui se passe dans la famille et comment on peut accompagner les jeunes dans la famille. Donc eux, ils vont être le fil rouge, ils vont rester le temps de. Nous, on est là que pour un temps. Donc effectivement, c'est un travail de collaboration encore plus que de partenariat où on échange, on donne les informations nécessaires pour le suivi des jeunes quand ça va pas et quand ça va aussi. On co-construit ensemble dans l'intérêt du jeune le projet. Après, il y a des étapes très importantes par rapport aux phases. Il y a au minimum 3 fois pendant le placement, lors des grandes réunions où tout le monde prend les décisions communes, où on rencontre les éducateurs de milieu ouvert. Et après, selon les situations, on peut faire des points toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours. Ça dépend des situations. Et ensuite, le milieu ouvert, aussi par rapport au lien qu'il a avec le jeune et le besoin qu'il a avec le jeune, vient rencontrer le jeune ou le prend et va faire une démarche à l'extérieur dans l'intérêt du jeune. Donc, il peut venir toutes les semaines, il peut venir tous les mois, il peut venir tous les 3 mois. Mais en tout cas, il y a cette continuité de parcours pour le jeune et ce lien dans la relation éducative qui est très, très important. D'accord. Donc, comme on l'a dit, la durée de la mesure de placement est fixée par l'ordonnance de placement judiciaire. La durée théorique du séjour est de 6 mois, renouvelable éventuellement une fois, même si on a vu qu'aujourd'hui, ça avait été modifié. Le cahier des charges prévoit que le placement a pour objectif un travail dans la durée sur la personnalité du mineur, son évolution personnelle, tant sur le plan psychologique que familial et social. Est-ce que vous estimez que la durée de 6 mois qui était prévue initialement, elle était assez longue pour mener à bien les 3 différentes phases de la mesure et est-ce qu'elle est suffisante aux besoins des jeunes? Mais j'imagine que c'est encore une fois une question d'adaptation en fonction des individus et de chaque parcours. Alors, oui, exactement. C'est une question, ça dépend du jeune. Après, la temporalité judiciaire n'est pas forcément la temporalité du jeune. Il faut avoir une certaine maturité ou pas par rapport au jeune. Le CEF est un lieu de privation de liberté. Il faut quand même bien en avoir conscience. Ça veut dire qu'on prive de liberté un jeune sur le papier. Même si on est dans les faits beaucoup plus
contenant que de privé. On leur apprend à avoir une vie normale, à se lever le matin, à se coucher, à manger, à prendre soin de soi, à avoir des projets, une projection, des envies, un travail. On les remet un peu dans une espèce de normalité de la société qui vont leur faire du bien, et aussi on leur propose un accompagnement éducatif, parce que la plupart de ces jeunes, au-delà des délits et des faits et des raisons pour lesquelles ils sont là, ce sont avant tout des victimes, souvent à cause de leur vie familiale, de là où ils grandissent, de leur précarité. Ce sont des jeunes cabossés. Donc pour certains, 6 mois, ça nous permet qu'ils puissent manger, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir un bilan de santé, parce qu'ils sont très loin de la santé, qu'ils peuvent avoir confiance en eux. Voilà, il y a de l'affection, des sourires, de la chaleur humaine, de l'empathie, et leur apprendre en fait les règles des fois qu'ils ne savent pas entre le bien et le mal. Donc pour certains, 6 mois, c'est bien. Pour d'autres, c'est pas assez. Des fois, au bout de 3 mois, on dit le lieu de privation de liberté, là, ça l'abîme trop. Il faut passer la main, et on co-construit avec le milieu ouvert, et on soumet une demande au magistrat pour dire bon voilà, là, on a observé ça. Peut-être qu'il serait plus intéressant pour le jeune de l'orienter vers un lieu un peu plus ouvert et moins coercitif. Et après, le magistrat réfléchit et décide ou pas des choses. D'accord. Donc il n'y a pas réellement de temporalité. Et puis des fois, quand des situations, il n'y a pas d'issue possible pour travailler une sortie, là, pour le coup, on peut aussi dire il est attaché à nous, il se pose sur la structure, peut-être qu'il faudrait un peu plus le garder, parce que le temps qu'il construit son projet. On a un jeune, par exemple, il devait finir en mai. Ça faisait déjà presque 1 an qu'il était avec nous. Le bac était en juin. Il voulait le passer, le bac français. Donc c'est chouette déjà d'avoir un jeune qui se remet dans le scolaire et qui a envie de passer son bac français. On a demandé s'il pouvait rester 1 mois de plus, mais par contre, on l'a maintenu en phase 3, où ça veut dire qu'il est un peu plus libre. Il peut prétendre à tous les week-ends aller en famille pour souffler, pour justement ne pas continuer à l'enfermer coûte que coûte. D'accord. Oui, donc c'est progressif, et donc c'est un retour un petit peu à une routine, à une normalité qu'ils n'ont pas eu forcément la chance d'avoir tout à fait familiale. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que vous nous avez dit concernant la santé, donc on sait que de nombreux mineurs pris en charge peuvent présenter des problématiques d'addiction, que ce soit de drogue, d'alcool ou d'addiction comportementale parfois. Donc dans les centres éducatifs fermés, la prise en charge de ces addictions est un enjeu essentiel pour leur réinsertion. En 2016, 1546 mineurs dont l'âge moyen à l'entrée était de 16,2 ans ont été accueillis en CEF. Un rapport du Sénat fait état d'une enquête réalisée en juin 2016 par la PJJ qui établit que les jeunes accueillis présentent une dépendance au tabac à plus de 90% et à des stupéfiants à plus de 70%. Donc, considérant que ces substances qui sont nécessairement interdites au sein des centres lors de leur admission, que certains mineurs sont soumis à des obligations de soins d'après leur contrôle judiciaire. Est-ce que vous disposez de protocoles spécifiques ? Comment vos équipes pluridisciplinaires assurent-elles leur accompagnement durant cette période qui peut être compliquée ? Et vous nous avez dit aussi que les téléphones étaient interdits. Ça doit être quelque chose qui doit être encadré aussi, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Alors, il faut savoir que vos chiffres, ils datent de 2016. Oui, on n'a pas trouvé. Donc, ça veut dire que ça a forcément explosé. Je crois que sur un groupe de 12, actuellement, il y en a un seul qui ne consomme rien. D'accord. Mais par contre, il va être addict à autre chose. Donc lui, son addiction, c'est la nourriture. Quoi qu'il arrive, ce sont des jeunes qui sont en souffrance, qui sont cabossés. Donc forcément, ils ont des problèmes de santé et ils essayent de le régler comme ils peuvent. Ils sont aussi en recherche de sensations. Parce que être addict, ok, mais tous ont au moins essayé une fois quelque chose.
parce que c'est aussi le propre de l'adolescent d'aller expérimenter les choses qui sont interdites et les consommations d'un point de vue ou festif ou pour éviter de penser, pour dormir. On a des jeunes qui consomment du cannabis pour manger parce que ils n'ont pas d'appétit. Enfin voilà, c'est aussi des fois thérapeutique pour s'assumer. Beaucoup d'alcool et très vite pour s'assumer, pour s'assommer, pardon. Donc voilà, il y a aussi les raisons. Le tabac au CEF, nous sommes un CEF où ils ont droit de fumer 3 cigarettes par jour dans un protocole qui est très contraint et surveillé par des médecins dans le cadre d'un addictologue et d'un médecin. On part du principe que, en tout cas pour le tabac, avec l'accord des parents et du médecin, il vaut mieux travailler sur la réduction de consommation pour finir sur l'arrêt total que de l'interdire, parce que l'interdire, c'est en fait ne pas travailler sur pourquoi ils fument et comment ils se sentent. Donc c'est trop compliqué pour eux, ils peuvent pas tout travailler et tout arrêter d'un coup. Donc en tout cas sur les cigarettes, ils ont droit à 3 cigarettes par jour subventionnées par les parents, avec accord des parents et du médecin. Parce que pour n'importe qui, il y a des études qui le disent, il vaut mieux réduire que arrêter. Par contre, le cannabis, c'est interdit par la loi. C'est une drogue, donc c'est interdit. Après, il faut pas se cacher. Il y en a partout, il y en a même en détention. Donc, il y a ce que la règle dit, donc c'est-à-dire que si un jeune est attrapé en train de fumer ou en possession d'eux, on applique les règles, on en réfère à la police, au magistrat, à notre direction. Ça, c'est d'un point de vue légal. Ensuite, d'un point de vue éducatif, on va en parler. On va déjà l'orienter vers une structure qui va parler de son addiction et comprendre son addiction et l'aider à réduire et arrêter. Puis aussi les éducateurs au quotidien, on va leur demander comment, pourquoi ils fument, qu'est-ce que ça peut leur faire. Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter, d'abord à diminuer, à leur dire que on fume pas le matin avant d'aller travailler, surtout quand on travaille sur des machines, on peut se mettre en danger. S'il doit en fumer un, parce que celui de la nuit le permet de dormir, il vaut mieux fumer sur celui-là, parce que quoi qu'il arrive. En 6 mois, ils peuvent pas tout faire et tout arrêter. Déjà comprendre leur consommation et les risques qu'ils prennent en allant acheter et en allant consommer, c'est déjà un premier pas vers l'arrêt, en fait. Mais il y a d'autres, il y a le protoxyde d'azote, c'est en vente libre. Oui, et qui fait un dégât, vous avez même pas idée, en fait, encore plus que le cannabis. Oui. Donc et c'est en vente libre. Donc quand on nous dit oui mais on a le droit, c'est en vente libre. Oui, mais par contre, alors on n'a pas réellement le droit, mais ça vous fait du mal. L'alcool est autorisé en France, alors pas aux mineurs, mais il y a plein de gens qui vendent de l'alcool. Alors il y a une différence entre tu bois un verre pour goûter et tu bois une bouteille en 5 minutes pour t'assommer. Et il y a des risques aussi de développer des maladies et de te mettre en danger. Et il y a aussi cette spirale infernale, en tout cas sur le cannabis, quand les jeunes consomment, du coup il faut qu'ils aient de l'argent. Et parce que pour consommer il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut faire de l'argent. Et c'est cette spirale aussi qui les met en dette dans les réseaux de narcotrafic et qu'ils ont du mal à s'en sortir. Donc c'est aussi cet enjeu-là en disant mais si tu veux arrêter, il va falloir aussi tout arrêter pour que tu puisses avoir une vie un peu plus sereine et cohérente avec ce que la juge te demande. Voilà. D'accord. Et donc concernant toujours les addictions, est-ce que vous avez déjà suivi un mineur dont l'addiction aurait compromis son parcours au sein de votre centre ? Plein. C'est des fois le plus gros... Le plus gros point négatif c'est parce qu'ils sur sont récalcitrants ou c'est parce qu'ils veulent pas adhérer à la mesure donc... ils peuvent pas.
En fait, parce que l'addiction est trop forte, ils ne peuvent pas. On a une catégorie de jeunes qui sont souvent des mineurs non accompagnés, qui sont souvent malheureusement polyaddicts, parce que ils ont besoin de s'assommer. Ça leur évite de penser. Entre l'exil, le parcours migratoire font que ils sont tellement abîmés psychiquement qu'ils peuvent développer des maladies mentales ou au minimum ne pas avoir une santé mentale correcte pour leur âge, fait que ils vont avoir besoin de consommer tout ce qu'ils peuvent. Donc du coup, quand les jeunes ne sont plus en capacité d'adhérer au projet qui est on se lève à l'heure, on va en formation, on va à ces rendez-vous médicaux, du coup ça met en péril leur placement parce qu'ils ont dans leur CJ ou dans leur sursis probatoire, ils ont des obligations à tenir. Donc nous on est obligé d'en rendre compte à un moment donné. Et ça peut aussi, l'effet de manque, surtout quand on est polyaddict, peut aussi engendrer de la colère, de la violence et des passages à l'acte. Oui. Donc oui, il y a aussi, ça peut être un point, mais ça veut peut-être dire on n'est pas, c'est pas la bonne temporalité pour le jeune aussi. Il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion, il faut pouvoir le vouloir et être en capacité de. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire, le réorienter vers d'autres structures, peut-être ? Alors, on réoriente vers d'autres structures. Enfin, en tout cas, on fait des propositions suite à des notes qu'on appelle des notes d'incident où on explique les faits. Parce que nous, on est complètement transparent. Il y a des incidents qui restent en interne sur des choses pas très graves ou peu graves où on prend la mesure. Mais à partir du moment où c'est multiplié, on va rendre compte au magistrat ou si c'est très grave. Un passage à l'acte sur un enfant, sur le groupe de pères ou sur un adulte, on en rend compte. Si le jeune, par contre, refuse de se lever et est absent, on va pas en rendre compte tout de suite. On va essayer de comprendre pourquoi et de l'accompagner au mieux à réussir ce critère. Donc, on propose quoi qu'il arrive, une réorientation. On ne suggère jamais, parce que c'est les valeurs de l'éducateur à la PJJ, l'enfermement ou la prison. Nous, on dit juste que stop. Nous ne sommes plus en adéquation pour pouvoir protéger et apporter un accompagnement éducatif individualisé de qualité, et qu'on pense qu'il faut qu'il aille ailleurs vers du soin ou autre, des fois un plus petit collectif, un éloignement géographique, quelque chose qui est mieux pour lui. Et après, le magistrat décide, en fait, si, au vu des faits et des obligations pas respectées, il révoque et incarcère ou il réoriente. Nous, on fait que des propositions. Et on fait des propositions éducatives, pas répressives. Oui, toujours dans l'intérêt... Toujours dans l'intérêt du mineur. D'accord. Merci beaucoup. Pour continuer, en 2021, 4300 mineurs délinquants ont fait l'objet d'une mesure de placement, dont environ un quart en CEF. Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, déclarait en 2022, lors de l'inauguration d'un CEF, qu'en 2022, 86% des jeunes placés en CEF ne récidivaient pas. Or, la récidive ne concerne que la réitération de délits ou de crimes similaires à ceux qui ont été précédemment commis. Un jeune placé pour des faits relatifs au trafic de drogue et réinterpellé pour vol ne sera donc pas considéré comme récidiviste, mais comme un réitérant. La Cour des comptes, en 2021, dans un rapport, regrettait que l'évaluation des politiques de prise en charge des mineurs délinquants demeure lacunaire malgré l'existence de données au sein de services du ministère de la Justice dont l'exploitation reste incomplète. Selon vous, la réalisation d'une évaluation comme la Cour des comptes préconise, est-ce qu'elle serait plus adaptée pour dresser un état des lieux des profils des mineurs qui ont été placés ou non? Pour commencer. Alors, pourquoi faire ? Puisqu'on part du principe qu'un jeune, c'est pas un chiffre, c'est pas un numéro, c'est un jeune. Donc nous, on n'a pas de contrainte
de résultats, en fait. Nous, on accompagne un jeune vers une vie meilleure, vers des projets et vers de ce fait quelque chose qui fait que il ne va pas récidiver ou il dit au revoir à sa vie de délinquance. Parce que on l'a accompagné à comprendre pourquoi, parce qu'on ne naît pas délinquant, on le devient pour des raisons. Ce qui est quand même plutôt rassurant, c'est que ce n'est pas une fin en soi, c'est par rapport à des faits, par rapport à un moment de sa vie, pour des raisons X, Y, qui font que il passe à l'acte, il devient délinquant. Donc, à partir du moment où on va trouver, où on va lui permettre de comprendre pourquoi, ça va le guider vers autre chose, pardon. Donc moi, les chiffres, ça ne m'intéresse pas. En fait, moi j'ai besoin d'accompagner le jeune. Et comme je vous disais un peu plus tôt, il y a la temporalité, elle n'est pas la même. Oui. J'aime bien cette image. On plante une graine. Oui. À un moment donné, elle va pousser dans 1 mois, dans 6 mois, au printemps, à l'été, peu importe. Il faut de l'eau, du soleil et de la patience pour que ça devienne une fleur. Donc il y a des jeunes, en 3 mois, ils ont compris. Il y a des jeunes qui sont tellement abîmés, tellement cabossés, qui ont vécu un parcours de rupture, d'abord par le familial, ensuite par l'ASE et enfin avec le parcours judiciaire. Il leur faut beaucoup plus de temps. Donc s'il devrait y avoir une étude, elle ne serait pas sur les faits. C'est déjà les raisons pour lesquelles le système de la protection de l'enfance est défaillant, parce qu'il y a plein de jeunes, s'ils sont pris en charge plus tôt, ils n'arriveraient pas jusqu'à nous. Et ce qu'on met en place pour eux, en fait, tout le long de leur vie. L'adolescence, elle se finit pas à 18 ans, parce que la plupart des mesures, elles se finissent à 18 ans. Il y a des structures, ou en tout cas dans notre pays, on pense qu'un accompagnement éducatif est intéressant jusqu'à 25 ans, puisque l'adolescent, on parle d'adolescent, les jeunes deviennent adultes, en tout cas au niveau de la maturité psychologique, bien après 18 ans, jusqu'à 25 ans. Donc il faut regarder toute la globalité. Les chiffres là comme ça sur les faits et l'âge ne sont pas cohérents avec la réalité. D'accord. Okay. Oui, d'autant plus que certains jeunes, j'imagine que la maturité, le gain de maturité peut être retardé par le parcours qu'ils ont subi ou. Tout à fait. Tout à fait. On a beaucoup de jeunes qui souffrent, qui sont HPI, qui sont TDAH, donc au potentiel, ou avec des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage, mais qui n'ont pas été pris en charge. Parce que s'ils avaient été pris en charge, ils seraient pas devenus délinquants, parce qu'ils auraient compris leurs conflits, leurs marasmes, leurs sentiments, s'ils avaient été pris en charge avec une prise en charge correcte, médicale, psychologique et sociale. Donc pour continuer, on va parler. Les placements en CEF visent à sortir le jeune de leur environnement habituel, afin de leur offrir un cadre éducatif structurant. Cependant, la famille reste et doit nécessairement rester un acteur clé de leur accompagnement et de leur réinsertion, notamment en vertu de la loi de 2002. Certaines familles sont impliquées volontairement, d'autres sont absentes ou même hostiles au placement. La loi insiste d'ailleurs sur l'importance du maintien des liens entre le jeune et sa famille, sauf si cela est contraire à son intérêt. Nous aurions aimé savoir si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où ce maintien des liens pouvait être contraire à son intérêt et contre-productif dans l'établissement de son projet éducatif et de réinsertion. Alors oui, c'est arrivé. À partir du moment où le parent détient l'autorité parentale, on est obligé de lui rendre compte. Donc des fois, on rend compte que sur un répondeur, parce qu'on nous répond pas. Des fois, on peut pas rendre compte et on le fait par courrier, mais on ne sait pas si le courrier arrive ou pas. Mais on travaille quand même l'absence avec le jeune en disant tu as des parents, tu viens de tel endroit, il y a eu une rencontre, peut-être qu'il y a eu de l'amour. Enfin, en tout cas, on travaille sur l'histoire.
Ça, c'est dans le pire des cas. Et encore une fois, on en rend compte avec les magistrats. Et quand les parents même ne nous répondent pas et qu'ils sont en autorité parentale, on demande une délégation d'autorité parentale, soit au milieu ouvert, soit à l'ASE, soit à notre direction, pour pouvoir signer des papiers d'inscription, aller faire une carte d'identité, etc. Pour vraiment, même des fois, une opération, un jeune doit se faire opérer, personne ne peut signer. Comment on fait? Les parents répondent pas. Donc, on arrive à travailler dans ce sens-là, mais on garde quand même la symbolique. Tout enfant, n'importe quel être humain, viennent de deux personnes, donc de deux parents. Il y a aussi la manière psychologique et symbolique que les éducateurs et les psychologues font. Quand il y a des parents qui sont récalcitrants, mais qui sont quand même en lien, on accueille leur colère, on accueille leur incompréhension, on prend le temps de discuter avec eux et de les soutenir en fait, sans les culpabiliser, de comprendre pourquoi le jeune en est là, qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour rétablir les liens et remettre les parents à une place de parents et remettre l'enfant à une place d'enfant en fait. Donc ça marche quand même. Ça marche quand même. Et puis des fois, les parents, ils sont pas encore prêts à accepter le parcours familial et le problème avec leur enfant. Donc du coup, sont très en colère contre nous parce que ce qu'on représente, c'est notre faute et qu'on fait pas les choses bien. Et c'est pas grave. Ça leur permet aussi de cheminer et de verbaliser des choses. Voilà. Le quoi qu'il arrive, c'est l'intérêt du jeune. Oui, ça passe avant tout. Donc, pour finir, donc on va aborder la thématique de l'évolution en fait des problématiques justement qui touchent les mineurs. On a aperçu ces dernières années la montée en puissance de la cyberdélinquance, de la radicalisation, de la précarité qui est de plus en plus grandissante. En ce sens, les professionnels doivent s'adapter nécessairement autant bien du point de vue des méthodes et des outils d'accompagnement. Dans votre pratique, est-ce que vous avez constaté une évolution notable des profils des jeunes que vous prenez en charge ces dernières années ? Alors, on a vraiment le post-Covid et les générations qui sont restées confinées jeunes avec un désert d'accompagnement éducatif et social pendant les confinements. On a des jeunes encore plus abîmés d'un point de vue psychologique, d'un point de vue santé et par rapport à des faits avec de grandes violences très rapides, une montée en délinquance, beaucoup de passages à l'acte ou très vite très impliqués dans les réseaux de narcotrafic. Donc ça, c'est un peu le constat. Des jeunes là pour du terrorisme, on en a très peu nous. On en a très peu. Je pense qu'il y a quand les faits sont vraiment avérés, ils préfèrent malheureusement les laisser en détention le temps de pouvoir les accompagner au lieu de les mettre dans un gros collectif avec des personnes plutôt influençables. Oui, ça, donc on n'en a pas encore. La cybercriminalité, pas du tout. Nous, on n'en a pas du tout. C'est vraiment, c'est pas dans la région dans laquelle je travaille. À la marge, on a dû en avoir un. Moi, depuis 7 ans, j'en ai eu un. Voilà, donc c'est vraiment, on a beaucoup de choses, vol avec violence, meurtre ou tentative de meurtre et du narcotrafic. Et des fois, et des cambriolages avec violence. Des choses un peu... voilà, de très vite, très fort, avec des jeunes de plus en plus jeunes. Oui. La population des CEF se rajeunit. Et si on a des jeunes qui sont là pour des faits de viol, c'est très compliqué pour eux, parce qu'il faut pas que ça se sache, parce que du coup le groupe va être très violent avec le jeune. Ça, pour le coup, la délinquance a encore un peu de la valeur pour eux. Ils ont leur valeur de délinquance et les violeurs, ils sont très malmenés. Alors que par exemple les meurtres, des fois les jeunes, waouh, c'est l'admiration par rapport aussi à ce qu'ils regardent à la télé.
toutes les séries qui sont couplées entre narcotrafic et meurtre, avec une mexicanisation. Donc ils arrivent à idolâtrer des séries comme avec qui parlent de El Chapo, des favelas, des Mexicains, etc. et tout. Donc et les jeux vidéo tels que GTA, donc ça les fait rêver. Ces jeunes-là, mais ils connaissent que ça, du coup ça les fait rêver. Et notre travail, c'est aussi de leur faire découvrir autre chose. Oui, c'est peut-être aussi un effet du confinement où ils ont été enfermés et exposés d'autant plus à ces sources, uniquement Oui, des puis sources. Le réseau de narcotrafic a utilisé ses proies facilement, en fait, en leur promettant de l'argent à manger, des fois un logement, des fois une copine, une jeune fille forcée à être leur copine, et la sécurité familiale et dans le quartier. Donc, faute d'eux, et puis ils croient plus à l'accompagnement éducatif et à la société, vont se tourner vers eux. Et une fois que ils sont là-dedans, ils peuvent plus en sortir parce que ils consomment déjà, parce qu'on leur fournit donc leur consommation, donc ils consomment. S'ils en sortent, il faut acheter la consommation, ils ont plus de sous. Et puis s'ils font une erreur, en fait ils se retrouvent en dette. Parce qu'ils ont fait une faute professionnelle, comme ils disent, et ils se retrouvent en dette. Et quand les flics confisquent 10 000 euros de marchandises, c'est le plus petit qui est responsable de guetter, qui a laissé la police arriver, qui est en dette de 10 000 euros. Donc la dette, il faut qu'il la rembourse, parce que sinon ils vont aller soit le frapper, le menacer, des fois le tuer, et après menacer la famille. Donc il faut faire déménager toute la famille, les mettre en sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Oui, c'est ce qu'on disait, ouais, un peu au cercle infernal. Oui, parce que notamment les CEF, ils peuvent être utilisés pour éloigner les jeunes de leur milieu. Tout à fait. Oui, Tout donc à fait. vous pouvez avoir des jeunes de toute la France. Tout à fait. Et du coup, il faut aussi préparer le retour et éloigner et construire un climat serein avec la famille. Alors le magistrat, lui, met une interdiction, quelque chose, un stop juridique. Mais après, il y a tout un accompagnement social qui fait que on va déplacer la famille si elle le souhaite, si c'est possible. Ou alors, le jeune après le CEF, on va l'orienter très très loin ou ailleurs de la ville où il était impliqué. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc je vous remercie déjà pour vos réponses et pour votre temps. Pas de rien. Enregistrement.